Moi, je suis à Cœur d'École depuis que Cœur d'École a ouvert, donc ça est la troisième année maintenant. Je suis à la base enseignante de l'éducation nationale donc dans le Nord. Et puis, il y a du coup 4 ans, j'ai décidé de faire un petit tour des écoles alternatives pour voir un peu ce qui se faisait, que ce soit dans le public ou dans le privé hors contrat. Et du coup, pendant ce tour-là, j'ai vu plein de choses super intéressantes, d'autres qui m'ont un peu moins intéressée. Et j'ai surtout rencontré Sophie, qui est la fondatrice du projet de Cœur d'École. Et du coup, bah, là, moi, ça m'a semblé super. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint ce projet-là. Voilà, pour mon parcours, j'ai été enseignante à Cœur d'École les 2 premières années. Et donc, Sophie m'a laissé la direction l'année dernière. Donc, c'est ma première année en tant que directrice de Cœur d'École. Dans l'école, on a 2 sous-groupes d'enfants. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement des 7-12 ans. Voilà pour moi. Julie. Ah oui, et je devais vous dire aussi, je vois mes notes, qu'il y a quelqu'un de l'équipe là qui n'est pas là, mais qu'on va présenter parce qu'elle ne peut pas être aux portes ouvertes. C'est la personne qui travaille à l'école en service civique. Elle est arrivée il y a 3 semaines et du coup, elle nous a rejoints sur le projet là jusqu'à la fin de l'année. Donc, elle ne sera pas là l'année prochaine. Mais du coup, on a aussi quelqu'un en service civique. C'est notre première expérience d'accueil de service civique cette année. Et voilà, elle s'appelle Léa. Et voilà, il fallait qu'on vous dise qu'elle était présente aussi. Julie. C'est pour de Nadège. Nadège. D'accord. Classique. Alors moi du coup je suis Nadège. Mon parcours, au début, avant moi, j'étais conseillère en insertion professionnelle et puis coordinatrice d'une association de soutien à la parentalité par la suite. Et puis voilà, quand j'ai eu mes enfants et suite à mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte à quel point voilà, l'éducation c'était impactant dans la vie future de nos enfants. Et du coup, j'ai eu envie de monter une école sur Frontignan 7, là où j'habite à Frontignan. Et puis, je me suis beaucoup renseignée sur les pédagogies alternatives, sur l'éducation bienveillante. Je me suis formée en communication non violente, etc. Et du coup, je me suis... finalement, ce projet ne s'est pas réalisé. Et du coup, je me suis associée au projet de Sophie, donc au projet de Cœur d'École, qui m'a beaucoup parlé, qui était complètement en accord avec mes convictions. Et du coup, je me suis investie d'abord comme bénévole auprès de Marianne dans la classe, et avec ma petite fille Anaëlle, qui a intégré l'école quand elle avait 3 ans. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai pris des tâches d'administration, d'assistante de direction auprès de Sophie. Et puis, du coup, depuis l'an passé, je suis salariée un petit peu pour effectuer ces tâches-là, des tâches administratives qui ont trait à l'école. Et puis, depuis 2 ans, et depuis l'an passé, du coup, c'est à hauteur de 2 jours à peu près, 2 jours et demi par semaine. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Et du coup, là, depuis cette année, je suis co-directrice avec Marianne sur le volet administratif et pour m'occuper de l'organisation du bénévolat et de la mobilisation des bénévoles, des parents bénévoles qui s'occupent en fait de certaines tâches de fonctionnement de l'école. Voilà pour ma présentation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. À toi, Julie. Ok. Donc, moi, je suis Julie. J'ai rejoint le projet Cœur d'École en septembre dernier. C'est ma première année au sein de l'école. Pour ma part, je suis enseignante au sein de l'éducation nationale depuis 20 ans. J'ai fait 10 ans en élémentaire et 10 ans en maternelle. Et puis, tout au long de mon parcours personnel et professionnel, je me suis rendu compte que les valeurs et puis le cadre qui était proposé à l'éducation nationale ne me convenaient pas, tant au niveau pédagogique qu'au niveau relationnel avec les enfants. Et donc, j'ai cherché pendant longtemps à adapter mes pratiques en classe à ce qui me paraissait juste. Et puis, il y a un moment donné où tout ça, ça a trouvé ses limites pour moi. Et j'ai eu besoin de quitter ce cadre-là pour en trouver un plus alternatif où il y ait plus de place au bien-être relationnel et plus de liberté pour les enfants. Et puis, j'ai postulé à Cœur d'École, j'ai quitté Paris parce que donc, moi, je viens de Paris. Et puis, je me suis engagée dans le projet et j'ai découvert cette belle région au mois de septembre avec joie.
Et puis, si pour cette année, dans notre fonctionnement actuel, je m'occupe plus particulièrement des plus jeunes enfants qui ont, dans mon groupe cette année, entre 3 et 6 ans. C'est bon pour moi. Nadège, il me semble que c'est ton tour. Ok. Alors, on est préparé, hein, mais c'est juste que on n'est pas rodé. On n'a pas fait de recherche en général. Alors, du coup, donc, je vais vous parler un petit peu de l'historique de l'école, de comment l'école est née. Donc, à la base, elle est née de l'idée de Sophie, qui était vraiment à l'origine du projet avec Pascal, qui aujourd'hui sont complètement partie du projet. Donc, elle est née il y a 2 ans, l'école. Donc là, on est en cours de la 3e année. L'an prochain, du coup, ce sera la 4e année. Du coup, Sophie, elle avait envie de créer cette école parce qu'elle sentait aussi que c'était fort pour elle, ce besoin que les enfants soient dans un cadre qui lui correspondait mieux, dans un cadre bienveillant, respectueux du rythme des enfants. Et du coup, donc elle a été directrice pendant 2 ans, et cette année, l'été dernier, pardon, elle a démissionné de ce rôle de directrice. Son enfant étant d'âge collège, il est parti sur un collège. Et donc, voilà, elle a décidé de quitter le projet. Et du coup, c'est moi et Marianne qui avons repris la direction de l'école. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc, l'école, elle est gérée depuis le début. C'est une école associative. Elle est gérée par un conseil d'administration qui est composé de parents. Et du coup, en fait, c'est vraiment la direction, l'équipe qui... Pardon, je suis désolée, je suis un peu stressée, donc du coup, je bafouille. Du coup, ce sont le conseil d'administration et la direction et l'équipe qui co-gèrent en collaboration, en fait, l'école. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Du coup, sur l'historique. Les filles, si vous voulez intervenir pour m'aider, n'hésitez pas. Non, on va te laisser. Non, après, moi, je vais parler de l'évolution pédagogique de l'école, plus particulièrement. En fait, à la base, donc, le projet de Sophie, il a été porté aussi par un groupe de parents qui venaient tous d'une même école démocratique. Et du coup, on a eu la chance d'avoir cette unité-là vraiment dans les premiers parents qui sont arrivés sur le projet, c'est-à-dire qu'ils avaient tous un peu un cheminement commun, ils avaient tous inscrit leurs enfants dans une école démocratique, puis tous eu envie de les désinscrire. Donc, ça faisait comme une ambition commune de quelque chose, d'une volonté de quelque chose de très libre, mais en même temps d'un peu plus cadré. En tout cas, il y avait cette volonté-là au début. Et donc, à la rédaction du projet, on a eu vraiment cette volonté de parler de pédagogie multiple parce qu'on utilise des outils de différentes pédagogies. Et ensuite, donc là, c'est assez personnel. Moi, je me suis vraiment rapprochée. J'ai jamais été très dogmatique, surtout quand j'ai visité les écoles. En fait, je me suis rendu compte que les pédagogies qui me parlaient le plus, enfin, les professionnels qui avaient des pédagogies qui me parlaient le plus, c'était... Moi, comme ça, j'écoute la conférence de Marianne. Soline, on t'entend? Je t'ai reconnu, tu as ton micro allumé. Voilà, les écoles qui avaient des pédagogies très nominatives, en fait, je trouvais que c'était assez limitant. Donc moi, je voulais rejoindre un projet où on pouvait utiliser plusieurs types d'outils pédagogiques. Et donc, c'est pour ça qu'au début, on avait défini l'école comme une école à pédagogie multiple. Puis, plus ça a avancé, plus moi, j'ai fait des recherches un peu aussi, plus on s'est rapproché de ce qu'on appelle les pédagogies du 3e type, qui n'est pas une pédagogie en soi, hein, c'est vraiment un objectif. On vous en dira plus tout à l'heure sur les invariants. Mais du coup, voilà, le groupe de parents qui était là l'année dernière a eu envie d'asseoir en fait ce qui se passait à l'école, cette pédagogie, et du coup, ils ont fait un projet éducatif qui correspondait à une école qui chemine vers le 3e type. Du coup, aujourd'hui, on s'estampille ou on se revendique plus ou moins dans ce courant-là, sans que ça nous mette dans des critères non plus définis. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de choses obligatoires quand on veut se décrire comme ça. C'est juste qu'on le dit parce qu'en fait, quand les gens
veulent se renseigner et qui veulent aller chercher des outils, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on tape pédagogie d'une troisième type d'avoir une idée précise que école qui mélange plein de pédagogies et pour qui les trucs les plus importants sont ça, qu'on va vous décrire après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on trouvait ça important de le dire là. Du coup, entre-temps, bah, effectivement, on a vraiment orienté notre projet éducatif et du coup notre projet pédagogique. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus clair. On a ouvert une nouvelle classe, je ne sais pas si tu l'as dit Nadège, mais à la rentrée, en septembre, on est passé d'un groupe de 15 enfants à du coup 30 enfants là en septembre. Et du coup, là, on a deux classes, deux groupes dans cette école-là qui cheminent vers le troisième type. Je voulais dire aussi quelque chose qui est important pour nous, c'est que on a été inspectés cette année. Ils sont arrivés à 5, surprise. Mais du coup, ça s'est bien passé. Donc ça, on trouve ça super pour l'école parce que du coup, on se sent libre aussi dans notre légitimité à faire librement ce qu'on considère être bon pour les enfants. Et voilà, tout en étant très à cheval sur le cadre légal et le respect des obligations des établissements hors contrat. Et du coup, ça s'est super bien passé. On a eu cette chance-là. Donc, normalement, là, on ne devrait pas être inspecté avant 4-5 ans et ils nous ont jugés conformes. Ouais, Julie? Oui, il y a une personne qui demande si on sait pourquoi les anciens parents n'étaient pas... pourquoi est-ce que l'école démocratique ne leur convenait pas? Elle serait intéressée de le savoir. Si tu veux dire... Ok, je peux donner une réponse globale, mais sans m'engager sur sa véracité, puisque du coup, c'est des... C'est propre à chaque de trucs que j'ai reçus. De ce que j'avais compris à cette époque-là, mais je pense que c'est plus le cas actuellement, mais du coup, c'était vraiment très, très libre au point que, en fait, les enfants, ils trouvaient que leurs enfants manquaient de repères et étaient un peu perdus. Je sais pas, Nadège, si tu veux compléter. Moi, c'est ce que... Ouais, parce que c'était la toute première année aussi de l'école pétillante. Et du coup, je pense que la toute première année, effectivement, c'était un peu... L'idée, Nadège, c'est pas de dire le nom de l'école. Oh, pardon. Pardon. C'est venu tout seul. Mais oui, du coup, les parents, effectivement, en tout cas, il y a une partie des parents qui vraiment se sont pas sentis dans leurs attentes. Et du coup, voilà, en tout cas, sur la première année de cette école, de vie de cette école-là. J'ai pas d'autres choses à rajouter. Tu peux continuer, Marianne, j'ai pas d'autres détails. Ok, du coup, sur cette évolution pédagogique, après, il y a Julie qui nous a rejoint en début d'année et des nouveaux enfants. Et du coup, à chaque fois, ça transforme un peu l'environnement qu'est l'école. Et avec les nouvelles interactions, tout ça, ça crée aussi quelque chose de nouveau. L'année prochaine, ça sera aussi différent parce que moi, du coup, je ne serai plus là. Je serai en congé parental, enfin en congé maternité puis congé parental. Et après, je m'envole vers d'autres cieux. Donc voilà, ça sera encore une autre aventure. Et du coup, ça me fait faire la transition sur ce qui est important pour nous, en fait, à l'école, c'est que notre objectif, c'est que les enfants ils soient de plus en plus libres et de plus en plus autonomes. Que voilà, ça, c'est notre fil rouge, ce qui nous guide dans nos décisions quotidiennes, dans nos décisions à plus long terme, dans les projets, etc. Qui fassent de plus en plus des choix qui correspondent à leurs envies et à un plaisir de faire qui est vraiment intrinsèque. Et du coup, pour ça, en fait, on a vraiment une adaptabilité et une flexibilité dans comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on a un cadre, juste pour vous définir un peu l'idée avant que je vous décrive plus précisément, il y a vraiment un cadre avec des invariants, des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, qui sont toujours présents, que je vais vous définir. Et après, pour le reste, tout va se modifier en fonction des attentes des enfants, des attentes des adultes, de là où on en est tous, de comment tout le monde se sent. Et par exemple, l'école aujourd'hui, elle ne ressemble pas tout à fait à l'école d'il y a 6 mois. Alors, ça peut être insécurisant pour certains parents, mais en fait, vu que tout ça, c'est vraiment décidé en commun avec les enfants, par exemple, le matin, pendant un temps, ils avaient des temps d'activité définis. Là, maintenant, ils ont un temps d'une semaine pour faire leur projet. Et ça se co-construit au fil du temps avec les enfants, avec le critère qu'à chaque fois, le groupe soit mûr pour avancer vers une nouveauté ou vers autre chose. Et donc là, on va vous décrire l'école d'aujourd'hui, en parlant peut-être un peu des changements.
Mais il faut avoir quand même en tête que ça évolue en fait. Ça évolue de manière permanente. Nous, on est en recherche permanente. Les enfants sont en recherche permanente. Et on évolue tous. Nous, on grandit. Julie, moi, Nadège. Et les enfants, ils grandissent. Et du coup, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes capacités. Et ça va influer aussi sur l'organisation de l'école. Du coup, on laisse la place à tout type d'apprentissage, que ce soit informel, que ce soit formel. Après, on agit plus ou moins dans l'emploi du temps avec les enfants sur comment ces apprentissages-là vont se dérouler. Mais ça, je sens que je vais trop loin. Je reprends le fil de mon explication. Du coup, je vais vous parler des invariants de l'école. Donc là, c'est vraiment les choses qui ne bougent pas, qui sont des principes clairs, nets, précis et sur lesquels on ne dérogera pas. Du coup, dans ces principes-là, alors je me remets à jour sur mon document. Pour que ces principes-là, ils fonctionnent mieux, disons que c'est des conditions préalables, c'est hyper important pour nous qu'il y ait une hétérogénéité dans les âges des enfants. C'est pour ça que le critère du multi-âge, ce n'est pas négociable pour nous. On veut accueillir les enfants de tout âge de 3 à 10-11 ans, parce que c'est ça qui va permettre les interactions et qui va permettre à la manière dont on fonctionne de fonctionner, justement. Et aussi, plus les enfants y restent longtemps, plus il y a une culture de groupe qui se crée et plus, en fait, on fonctionne mieux ensemble, quoi. Donc, c'est vrai que là, les enfants qui sont là depuis 3 ans, ils sont super porteurs pour le projet parce qu'ils sont garants d'une mémoire collective et ils arrivent à apporter quelque chose de différent que les enfants viennent, pour que les enfants qui viennent d'arriver, ils s'intègrent aussi beaucoup plus facilement dans le... Je vous donne un exemple tout bête. On a fait une immersion d'un enfant jeudi et en fait, moi, j'ai rien eu à dire. Enfin, j'ai pas eu à lui expliquer les règles, à lui dire ce qui fonctionnait. Alors, sauf les trucs super importants comme les règles de sécurité. Mais sinon, enfin voilà, c'est la culture du groupe qui l'a pris en charge et hop, qui l'emmène avec lui dans notre fonctionnement. Donc ça, c'est une condition préalable. Donc ensuite, dans les trucs non négociables invariants, donc pour nous, il y a vraiment le respect des enfants, de leurs besoins, de leur individualité et de leur non-étiquetage. C'est-à-dire qu'on considère vraiment les enfants là qui arrivent comme voilà, cet enfant-là unique avec ses besoins, ses capacités, ses compétences. Et on ne va vraiment pas se référer à une norme extérieure. Donc, si l'enfant il arrive à l'école, il a 9 ans et il ne sait pas lire et écrire, pour nous, ça ne sera pas un enfant en difficulté. Nous, ce qui nous intéresse pour chaque enfant, c'est que chaque enfant il progresse. Par contre, on ne s'attend pas à ce que chaque enfant atteigne, je ne sais pas, une référence qui pourrait être les programmes de l'éducation nationale ou qui pourrait être les attentes de ses parents. C'est vraiment, voilà, nous, ce qu'on souhaite et ce dont on a à cœur, je me mélange, c'est que cet enfant-là, il avance en fait. Il avance dans tous les domaines dans lesquels il peut avancer et qui l'intéressent. Et à partir de là, nous, ça nous convient. Donc, c'est vraiment d'aller dans cette direction-là. Ensuite, les respecter aussi dans leurs émotions, leurs besoins, leur individualité. Donc, Julie, elle est formée à la CNV. Moi, non, mais j'utilise quand même pas mal d'outils de CNV dans la vie quotidienne à l'école. Voilà. Par exemple, il y a aussi que dans la culture scolaire, on parle beaucoup quand même de comment on se sent à l'école. Le matin, on arrive, on dit comment on se sent. Dès qu'il y a un conflit ou quoi que ce soit, vraiment, on va aller chercher dans les émotions, les besoins, la communication pour que ça se résolve. Le soir, on part toujours en expliquant comment on s'est senti, etc. Ils ont décidé la première année de se décerner des brigades de la joie pour les enfants qui les ont mis en joie dans la journée, ou les adultes d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment ce truc des émotions qui est assez présent à l'école au fur et à mesure de la journée. Donc, premier invariant, donc le respect des enfants. Deuxième invariant, le respect des règles de vie collective pour que chacun, en fait, puisse être libre dans ce cadre-là. C'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont définies par la loi, premièrement. Ensuite, l'école, enfin, le cadre parental, voilà, il y a quelques règles qui sont définies par le règlement intérieur. Le respect du matériel, le respect des autres et le respect de soi. Et ensuite, toutes les autres règles, elles sont décidées collectivement en réunion. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard, mais vraiment par consentement. Donc, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde est d'accord. Et une fois qu'il y a une règle, par contre, elle doit être appliquée à l'école. Donc là, nous, on est garant, entre guillemets, ainsi que les enfants, que cette règle-là, elle soit effective dans la réalité. Donc ça, c'est important pour nous.
Parce que on pense vraiment que, en fait, il n'y a de liberté que quand il y a ce cadre-là qui est sécurisant, en fait, et où vraiment, à l'intérieur de ça, en fait, je suis vraiment libre. Voilà. Ensuite, troisième invariant, c'est que nos prises de décision, elles sont faites par consentement. Je pourrais décrire plus précisément s'il y en a qui ont des questions, mais le principe, c'est que c'est le principe du zéro objection. Il y a un enfant qui va proposer une nouvelle règle ou un nouveau projet ou quelque chose. On va discuter, se mettre d'accord. Il y en a qui vont avoir des objections. L'enfant porteur de proposition, il va devoir un peu faire consensus avec sa proposition. Donc, il va prendre en compte les remarques et faire une proposition qui convienne à tout le monde. Si cette proposition ne convient pas à tout le monde, elle ne passe pas, en fait. Elle n'est pas acceptée. Donc, ça c'est vraiment un outil hyper important pour nous, pour la coopération, parce que du coup, chaque règle, elle est décidée collectivement. Et nous, au même titre que les enfants, du coup, on peut aussi mettre des vétos quand, voilà, quand ça ne respecte pas la loi ou que ça ne respecte pas le cadre qui nous est imposé par l'école. Voilà. Donc, ça, c'est important pour nous. Donc, respect des enfants, respect des règles de vie et prise de décision collective. Ensuite, plus en termes pédagogiques, du coup, on va avoir le fait que, ça, c'est un invariant pédagogique, c'est que pour nous, l'enfant, il va apprendre et créer et construire à partir du moment où il est dans un environnement. Je vois qu'il y a une question, Julie, tu veux que je m'arrête? Tu peux, vu que c'était au sujet des règles, c'était donner un exemple de règle qui a été proposé par un enfant et décidé collectivement. Ah. On en a à foison. Là, en ce moment, on est sur l'usage des coussins pendant le temps de réunion. Combien de coussins on a le droit d'utiliser chacun? Comment on peut faire pour l'approprier, entre guillemets? Peut-on réserver un coussin? Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, en fait. À partir du moment où les enfants, ils ont une insatisfaction, ils vont transférer leur insatisfaction en réunion et dire, OK, comment collectivement on gère mon insatisfaction? Est-ce que moi, en fait, est-ce que en fait, c'est que mon problème? Est-ce que du coup, ça témoigne d'un problème collectif et on peut trouver une solution collective? Je n'ai pas le cahier de réunion sous les yeux, mais je pense que des propositions et des règles, il y en a peut-être deux par jour, en fait, ou alors des modifications de règles existantes. Je me rappelle de cet exemple-là, mais c'est un exemple d'il y a longtemps parce que il m'avait marqué, c'était la première fois où j'ai vraiment eu le sentiment de me dire, mais ils sont trop forts, quoi. Il y a un enfant qui était vachement bruyant, énergique, vraiment, qui avait vachement de mal à respecter les règles. Et du coup, en réunion, on a cette règle où si tu gênes une fois, voilà, on te rappelle que tu gênes la réunion. Une deuxième fois, tu changes de place. Et une troisième fois, tu dois quitter la réunion. Puis cet enfant-là, il devait toujours quitter la réunion. Ça ne fonctionnait pas, quoi, pour lui, ce système. Et les enfants avaient proposé que lui, il ait le droit à plus de chance, en fait. Et donc voilà, ils vont modifier une règle existante. Ils ont fait une entorse pour cet enfant-là, pour qui c'était difficile de respecter le cadre, en fait, collectif. Et hop, voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, je sais pas, Julie, si tu vois d'autres exemples plus récents. Mais L'exemple des frisbees qui posaient problème dans la cour parce que certains se les prenaient dans la tête. Ils se sont posé la question de est-ce qu'on continue à avoir le droit de lancer des frisbees ou pas parce que c'est désagréable. Et puis, du coup, s'en est suivi pas mal d'évolutions par rapport à ça. C'est passé par l'interdiction. Ils se sont dit on veut une période où il n'y a plus de frisbees lancés parce qu'on en a marre de se les prendre dans la tête. Et puis après, ça a évolué vers on trouve une manière par des permis accordés pour avoir le droit de lancer un frisbee suite à une mini-formation qui était dispensée par nous. Voilà, c'est un autre exemple que j'ai en tête, qui était intéressant dans l'évolution que ça a créé. Je pense que tu peux reprendre. Ouais. Vas-y, continue. Ok, du coup, il y avait, j'en étais à l'environnement qui était riche. Du coup, l'idée, c'est que les enfants, ils se retrouvent dans un environnement qui est suffisamment riche pour qu'ils puissent se saisir de ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous, notre école, elle est organisée en coins. Vous le verrez tout à l'heure sur la vidéo, un coin sciences, coin histoire, coin maths, etc. Et donc, c'est grâce à cet environnement riche et aux interactions que l'enfant va avoir avec son environnement. Et par environnement, j'entends aussi personnes humaines autour de lui, que ce soit les autres enfants ou les adultes qui sont dans l'école, qui va créer des nouveaux savoirs que du coup, dans la novlangue un peu troisième type, on appelle des langages. Donc, il va développer son langage oral, son langage écrit, son langage mathématique, son langage scientifique, son langage artistique, etc., etc.
Voilà. Et là, nous, là-dedans, le rôle de l'adulte, c'est vraiment d'accompagner, en fait, de pouvoir être là pour l'enfant quand il a besoin d'aide, qu'il formule, ou alors qu'il ne formule pas, mais qu'on sent qu'il a besoin d'un coup de pouce là pour qu'il puisse accéder à ce qu'il a envie de faire. Donc là je digresse un tout petit peu sur la notion de projet. Alors, on ne parle pas là de pédagogie par projet. Quand on entend, quand on parle, nous, de projet, c'est vraiment un terme qui désigne l'envie de faire de l'enfant qui va se concrétiser par un projet. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'ai le projet, là, dans la classe de Julie, il y a eu un petit qui a voulu faire un projet dinosaure en carton. Donc voilà, nous là, notre rôle, ça va être de l'accompagner, de pouvoir être là pour le pistolet à colle parce qu'il est un peu trop petit pour s'en servir tout seul, de pouvoir lui suggérer des matériaux quand il veut fabriquer le corps du dinosaure, mais il ne sait pas comment le faire. Donc voilà, de l'accompagner dans la réalisation de ses projets. Pour les plus grands, ça va être pour la rédaction d'un article de journal, voilà, de le corriger, d'essayer de lui faire reformuler quand il y a des répétitions. Et donc, c'est dans ce rôle d'accompagnement-là que nous, on va avoir en tête, en fait, les notions scolaires, entre guillemets, et là où on voit la marge de progression de l'enfant. Par exemple, moi, sur les textes que les enfants y produisent, je vais pas du tout avoir la même attitude de correction selon les enfants. Voilà, un enfant qui sait écrire couramment et dont je sais qu'il peut corriger tout seul telle ou telle faute, voilà, je vais le laisser corriger. Un autre, je vais écrire à sa place. Pour un autre enfant, ça va être juste d'aller chercher le mot référent. Voilà. Donc, c'est vraiment ce travail-là d'accompagnement qu'on fait des projets de l'enfant. Et donc, par environnement, j'entends tout ce qui va favoriser et permettre à l'enfant de créer quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose, en fait. Donc là, c'est pour ça que nous, on est quand même force de proposition, on propose des ateliers, il y a des idées d'activités dans la classe, et nous, on souhaite que notre environnement, il donne un peu l'envie à l'enfant de faire plein de trucs, de créer plein de projets. Voilà. Ensuite, un dernier, non pas dernier, avant-dernier invariant, le fait que l'école, elle soit ouverte. Donc, ouverte, par là, j'entends vraiment ouverte aux parents. Ouverte aux intervenants. Alors là, on a été sacrément embêtés cette année avec le Covid parce que du coup, on a eu beaucoup moins d'intervenants. Voilà, protocole sanitaire, confinement, etc. oblige. Mais l'idée, c'est de pouvoir accueillir des bénévoles, des intervenants, des gens qui viennent un peu voilà, partager avec les enfants leur expérience parce que juste, c'était encore plus vrai les 2 premières années parce que j'étais toute seule, mais c'est toujours vrai. Avec Julie, on n'est pas des encyclopédies. En fait, on ne vit pas tout, on ne sait pas tout, on n'aime pas tout. Et donc, en fait, on considère que plus les enfants ils rencontrent de gens qui partagent leur passion, ce qu'ils aiment faire, plus, en fait, ils ont d'occasion de découvrir des nouveaux trucs. Donc, on aime vraiment bien que d'autres adultes viennent à l'école et partagent voilà, ce qu'ils ont envie de partager avec les enfants. Donc, cette année, ça a beaucoup été les parents. C'était super cool. Là, on a eu un papa qui nous a fait un projet épée. Les enfants ont tous fabriqué des épées. Ah bah tiens, ça vient d'une réunion parce qu'ils se battaient avec les barres, enfin ils se battaient, ils faisaient des batailles là, avec les barres en plastique des circuits d'athlétisme. Et nous, on avait peur qu'ils cassent et du coup, ils ont décidé de fabriquer des épées en bois. Et du coup, il y a un papa qui est venu pour les aider à fabriquer des épées en bois, etc. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, donc voilà, les parents qui viennent, il y a des parents qui sont venus faire des ateliers musique, des ateliers BD, des ateliers peinture, enfin voilà, des parents qui viennent régulièrement, ça c'est très très important pour nous. Des parents qui viennent aussi pas faire d'atelier, juste vivre une journée d'école. On demande d'ailleurs maintenant de plus en plus à ce que les enfants qui veulent s'inscrire, leurs parents ils viennent aussi faire une journée d'immersion pour se rendre compte en fait de comment ça se passe. Et voilà, nous on souhaite vraiment que l'école elle puisse être ouverte à toute personne qui a envie de venir. Après, ça ne veut pas non plus dire qu'on accueille tout le monde, dans le sens où on a beaucoup de demandes d'immersion de gens qui veulent venir observer l'école. Et là, on est un peu plus dans le contrôle parce que on sent que les enfants, ça les saoule, en fait, au bout d'un moment. Donc, on accueille de temps en temps des gens qui viennent voir comment se passe l'école, mais c'est pas non plus régulier, quoi. Ça va arriver une fois entre chaque vacances scolaires ou 2 fois une journée. Voilà, on essaye d'être mesuré là sur les personnes qui viennent de l'extérieur juste pour nous observer.
Voilà, et du coup, dernière chose pour que vous compreniez encore un peu mieux comment ça se passe à l'école, c'est qu'on a un cadre temporel qui est défini en fait et duquel on ne peut pas déroger. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, une fois qu'il est défini collectivement, on y est tous soumis, mais ils peuvent toujours le modifier via les réunions. Mais par contre, une fois qu'il est collectivement admis, eh ben, voilà, on fonctionne là-dedans. C'est-à-dire que le matin, il y a une réunion. Les enfants, ils sont obligés de venir à la réunion et de participer. Ensuite, c'est le temps d'activité. Ils sont obligés de faire le temps d'activité. Après, encore une fois, dans le cadre, ils sont très, très libres de ce qu'ils font. Mais ça, Julie vous décrira juste après la journée type. Donc, vous aurez une idée un peu plus précise, je pense, de ce que ça veut dire. Mais voilà, par exemple, voilà, l'emploi du temps de la journée, il est défini. Et ça, tout le monde s'y soumet, que ce soit les adultes, les enfants. S'ils veulent le modifier, ils peuvent, mais ils doivent passer par la réunion. Et par exemple, bah, voilà, la réunion peut faire en sorte que le matin, au lieu de faire activité, on va faire promenade. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, c'est pas chacun fait à sa sauce ce qu'il souhaite. On a défini un cadre collectivement et on s'y tient tous collectivement. Les enfants, ils feraient ça, je me répète. Voilà, je me tais. Julie, c'est à toi pour la journée, sauf s'il y a des questions sur la partie que je viens de faire. Non, bah, du coup, moi, je tiens à rassurer tout le monde que j'ai bien noté les questions qui se posaient. Et comme là, elles vont être soit répondues dans la suite, soit on laissera une place à la fin, vu que c'est des questions plus générales. Voilà, on y répondra dans l'espace consacré. Donc, du coup, bah, suite aux invariants que vient de présenter Marianne, moi, je vais vous décrire un petit peu une journée, en fait, à cœur d'école. En gardant bien en tête, et je vais vous expliquer ça, que comme vient de l'expliquer Marianne, il y a un cadre qui est défini, mais que ce cadre, il peut évoluer puisqu'on cherche vraiment à faire en sorte que le groupe s'auto-organise. Et donc, ce que je vais vous décrire actuellement, ce n'était pas la journée type d'il y a 2 mois ou 6 mois, et ça ne sera peut-être pas demain, mais je vais essayer d'être au clair avec vous pour vous dire ce qui ne change pas et ce qui peut changer pour que vous puissiez avoir une représentation la plus juste possible. Donc, actuellement, dans notre fonctionnement, qui peut évoluer aussi, nous avons 2 sous-groupes avec un groupe d'enfants de 3 à 6 ans, dont je suis la référente, et un groupe d'enfants de 7 à 11 ans, dont Marianne est la référente, et qui ont chacun leur espace de regroupement qui est différencié. Et donc, nos matinées, actuellement, elles fonctionnent de manière différenciée aussi, c'est-à-dire qu'en gros, chaque groupe est dans son espace et évolue avec les autres enfants, même s'il y a une liberté de se déplacer, si on le veut, voilà, d'un espace à l'autre. Mais voilà, l'organisation se fait comme ça, avec des matinées qui sont différenciées et des après-midi qui sont par contre communes et organisées ensemble. Donc, la matinée de mon groupe des 3-6 ans qui se sont autonommés les Barbapapas. Donc, chez les Barbapapas, la matinée commence par une réunion. Et ça, vous allez voir que ce sera la même chose pour le groupe des plus âgés, puisque c'est un de nos invariants dans le cadre du déroulement de la journée. C'est que la journée commence par une réunion. Et c'est au cours de cette réunion, notamment, que vont être proposées par les enfants ou par les adultes, les modifications de ce qui a lieu actuellement, les nouvelles règles, des propositions d'activités. C'est là qu'ont lieu nos rituels de comment on se sent, la météo du cœur, des rituels un peu plus adaptés pour les petits, on va compter les présents, etc. Donc, c'est un temps de regroupement qui est justement l'espace principal de prise de décision collective et qui va permettre cette auto-organisation du groupe et où les enfants et les adultes ont une voix qui est similaire. Cette réunion, elle dure à peu près une demi-heure, plus ou moins, après en fonction des besoins, c'est pour vous donner une idée. Et puis ensuite, il y a un temps d'activité qui est propre pour l'instant à chaque groupe. Enfin, les plus âgés et les plus jeunes s'organisent un peu différemment puisqu'on essaye de s'adapter au rythme des enfants. Et ce temps d'activité, l'organisation de ce temps d'activité, en fait, il a évolué dans le groupe des Barbapapas, donc les plus jeunes, depuis le début de l'année. Actuellement, on est sur 2 temps d'activité de 30 minutes, un qui a lieu avant la récréation, un qui a lieu après la récréation. Et au sein de ce temps d'activité, les enfants doivent choisir entre une activité qui va concerner le domaine lire-écrire,
une activité qui va concerner tout ce qui va être mathématisé, le langage mathématique, une activité qui va être la mise en place d'un projet personnel qu'ils veulent mener à bout, ou bien un temps d'activité qui va être complètement libre. Et du coup, ces 4 temps d'activité, ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils le souhaitent, mais ils vont y passer en fait à tour de rôle pendant 2 jours, puisqu'on a donc 2 créneaux le matin. Donc ça fera 4 créneaux au bout de 2 jours, et puis on recommencera à 0. Ça, c'est l'organisation qu'on a trouvée actuellement pour répondre à la fois aux besoins des enfants d'être libres, et à la fois à mon besoin à moi d'enseignante de remplir le contrat en permettant aux enfants d'évoluer sur ce qui nous a paru essentiel, à savoir lire, écrire et mathématiser. Du coup, ce temps d'activité d'une demi-heure s'arrête ensuite avec la récréation qui dure une demi-heure également. Et puis, après la récréation, je propose une lecture qui va être offerte à l'ensemble du groupe des plus jeunes auxquels peuvent se joindre les enfants plus âgés, s'ils le souhaitent, et ça nous arrive assez régulièrement qu'ils profitent de cette lecture offerte. Puis, suite à cette lecture, il y a le deuxième temps d'activité qui se déroule de la même façon que précédemment. Et ensuite, on a un dernier petit temps de regroupement qui va être plus informel avec des écoutes de musique, des chansons, des échanges s'il y a besoin sur ce qui a été produit dans la journée, dans la matinée plutôt. Et puis vient l'heure du repas. Est-ce que tu veux préciser ce qui change dans ton groupe avant que je passe à l'après-midi, Marianne, du coup? Absolument. Ouais. Vas-y. Du coup, comme Julie vous l'a dit, donc nous, le matin, on a une réunion. Voilà, où les propositions, enfin, on a d'abord un quad neuf où les enfants peuvent ramener des choses de la maison, des choses qu'ils ont envie de partager. Ensuite, les propositions, puis le déroulement du programme de la journée qui est exposé. Du coup, nous, on vient de changer là cette semaine, donc je vais plutôt vous parler de l'ancien fonctionnement et vous expliquer pourquoi on a changé. Mais là où on en était depuis 2-3 mois, parce que ça avait déjà changé d'avant, on avait... ah oui, j'en profite pour faire une petite pause commerciale. N'hésitez pas à lire l'article de Nadège, parce que Nadège, elle a décrit nos fonctionnements vraiment plus en détail dans un article qui retrace une journée d'école à l'école. Et je suis sûre qu'elle est beaucoup plus claire que nous là, parce que du coup, c'est plus structuré et qu'on doit oublier des trucs. Donc, ton article, il est disponible où, Nadège? Il est sur le site internet. Voilà. N'hésitez pas à ça s'appelle Une journée à l'école, version 2021, puisqu'il y avait une version 2019, je crois, qui datait. Et il est encore actualisé? Il est encore sur le site 2019? Non, je crois pas. Je crois qu'ils l'ont supprimé pour le remplacer par celui-là. Mais c'est dommage parce que du coup, tu vois le... Ouais. Bon, bref. Oui, non, mais on pourrait le remettre tout à fait. Ouais. Donc là, je vais vous décrire un peu le système que Nadège elle avait observé. Donc en fait, nous, on avait 3 temps d'activité le matin, dont un qui était coupé par la récré. Et dans ces 3 temps d'activité, il y avait un temps de projet écrit, un temps de projet mathématique et un temps de projet personnel. Donc avec cette même idée que dans le projet éducatif, en fait, on est soumis, on a défini le lire, écrire, mathématiser comme étant quelque chose que les enfants ils devaient vivre régulièrement à l'école. En tout cas, sur lequel on avait besoin d'être rassurés et aussi d'être rassurés par rapport voilà, à l'institution, etc. Et qui rassure aussi les parents, il faut le dire. Et du coup, donc, il y avait ces 3 créneaux d'activité que les enfants faisaient dans l'ordre qu'ils souhaitaient. Donc, pour vous donner des exemples, en activité écrite, par exemple, les enfants pouvaient rédiger un article pour le journal. D'ailleurs, je vais vous... Ah, Nadège, j'ai pas le droit de partager mon écran. Si tu peux me refaire partager mon écran. Merci. Donc, par exemple, écrire un article pour le journal scolaire ou, par exemple, écrire une histoire, faire ce qu'on appelle un texte libre, donc qui est vraiment un outil de la pédagogie Freinet. Du coup, là, je vous montre vite fait sur mon écran. Vous voyez? Ça marche? C'est bon, ouais. Ça marche. Oui, donc ça marche. Voilà, l'article le journal de la semaine. Donc, c'est un journal de 4 pages où chaque enfant s'est engagé. Donc, ça, c'est pareil, ça change. Ils le définissent en réunion. En ce moment, ils se sont engagés à faire tous un article une semaine sur 2. Il y en a qui font toutes les semaines. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent pour en fait, acheter du matériel pour nos projets, etc. Donc, dans le journal, c'est un super moyen de mettre en valeur en fait, les productions des enfants et aussi de leur donner envie d'écrire. Donc voilà, là, par exemple, il y a des histoires écrites par les enfants ou des recherches documentaires. Je ne me rends pas compte à quel point je vais vite.
voilà, ou des articles sur leur centre d'intérêt. Donc, les Barbapapa, enfin, ils se sont nommés les Barbapapa, le groupe des plus jeunes, et les nôtres, le groupe des plus âgés, se sont nommés les Afro-Jojo. Donc, il y a aussi des articles des Barbapapa dans le journal. Donc voilà, ça c'est un exemple d'activité qu'on peut faire en temps d'écrit. En activité mathématique, on a pas mal de matériel Montessori, donc les enfants ils vont vraiment être plus dans la manipulation et dans la recherche mathématique. L'idée c'est qu'ils apprennent à se poser une question et à essayer de trouver des stratégies pour y répondre. Donc encore une fois, c'est super individualisé parce qu'ils y vont selon leur capacité et voilà ce qu'ils savent déjà faire. Et en projet personnel, donc le critère qu'on s'est donné avec Julie, mais on est en recherche par rapport à ça parce que chaque fois qu'on prend une décision, bah, ça impacte une autre partie du projet. Mais en ce moment, donc vraiment, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un début et une fin et que l'enfant apprenne quelque chose en faisant son projet. Donc du coup, moi, ils me les soumettent, Julie, c'est pareil, et on valide ou non. Mais les projets, ça peut quand même être à peu près tout ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, on les interroge sur OK, comment tu vas faire pour apprendre quelque chose quand tu réalises ton projet, etc. Et donc, ces 3 temps-là, ils pouvaient les faire dans l'ordre qu'ils voulaient, sauf si ils avaient besoin d'aide, parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont envie de faire avec l'adulte, ou alors en tout cas d'être rassurés par la présence de l'adulte. Et dans ce cas-là, moi, j'avais mon ordre d'activité au tableau. Donc, je mettais, moi, aujourd'hui, je fais projet, maths, écrit. Et de cette manière-là, les enfants qui voulaient faire maths avec moi, j'étais disponible pour les enfants qui avaient besoin d'aide en maths. Et de la même manière, les enfants qui voulaient surtout pas être avec moi et être autonomes en fait et faire vraiment leurs activités sans adulte, du coup, ils se mettaient juste pas au même créneau que moi. Parce que moi, j'étais dans les espaces dédiés. C'était aussi un outil pour moi qui me permettait de demander à des enfants qui ne respectaient pas du coup leur contrat, par exemple, qui n'avaient pas fait leur temps d'écrit, du coup de dire toi en fait tu viens faire ton temps d'écrit avec moi parce que tu as besoin d'aide pour, je sais pas, trouver une idée ou être accompagné pendant ce temps-là. Donc voilà, c'était pas mal ça a duré un moment et puis les enfants ils ont eu envie de plus de liberté, parce que quand même c'est intrinsèque et c'est aussi ce qu'on veut. Donc du coup on a changé là tout récemment et ils ont on a un autre fonctionnement où du coup, sur la semaine, ils doivent faire un projet écrit, un projet mathématique et un ou plusieurs projets personnels, sauf qu'ils sont vraiment libres du temps qu'ils accordent à chaque activité dans leur matinée. Ce qui est chouette, parce que du coup, par exemple, il y a des enfants qui étaient à fond dans l'écriture de leur texte, et puis là, le gong, il sonnait en disant « c'est l'heure de changer d'activité ». Puis ça les arrêtait net, ils reprenaient autre chose, et voilà. Et on perdait un peu de flow, entre guillemets, de ce qui était en train de se passer pour les enfants. Voilà pour la matinée. Nous, on se réunit à midi un peu avant et on fait une activité collective pour les enfants qui ont envie. Donc là, c'est vraiment des activités d'ouverture. Ça peut être de la géographie, de l'histoire, de la littérature. Voilà, là, en ce moment, on était sur Google Maps, aller voir là où les enfants étaient partis en vacances. Donc vraiment comprendre comment fonctionne une carte, connaître quelques départements, quelques régions. Et les enfants qui n'ont pas envie de participer à ça, ils ont le droit d'avoir un temps de dessin ou lecture qui est silencieux. Donc du coup, voilà. Et après, à midi et demi, ils mangent. C'est ça. Je te laisse, Julie, sur la suite de la journée. Ouais. Moi, du coup, je me rends compte que tu as beaucoup détaillé quand même les temps d'activité et moi un peu moins, donc je vais rééquilibrer un petit peu, juste en essayant de respecter le timing quand même. Sur les temps d'écrit en fait, et de mathématiques, en fait, ça peut prendre plusieurs formes. J'essaye de faire en sorte que ça vienne toujours d'une proposition des enfants ou d'un choix des enfants à partir du matériel qui est disponible dans la classe et qu'on continue d'enrichir au fur et à mesure parce que c'est un des besoins qu'on a d'enrichir notre matériel avec du matériel qui est inspiré un peu de tout type, quoi. Ça peut être matériel traditionnel comme on a pas mal de matériel Montessori. On aimerait se fournir plus en matériel freiné, on en a déjà un petit peu. Donc, les enfants peuvent évoluer comme ça. Ils peuvent me demander d'être accompagnés sur une tâche ou un projet qu'ils ont en particulier, soit en maths, soit en lire écrire, soit pour autre chose. Quand ils ne savent pas quoi faire, ils viennent me voir aussi et puis à ce moment-là, je leur fais des propositions. Au début d'année, j'étais beaucoup plus force de proposition, c'est-à-dire que je proposais régulièrement des ateliers et les enfants avaient la liberté de s'inscrire ou pas avec moi. Et puis là, comme le groupe est en train de trouver un bon fonctionnement, une bonne autonomie, j'en fais de moins en moins et c'est assez chouette comme ça se passe bien.
Et puis, je voulais dire aussi que les plus jeunes, donc actuellement, on a 4 enfants qui ont 3 ans à l'école. Ils ne sont pas soumis à ce que je vous ai décrit avant, avec ce contrat de remplir les 4 niveaux d'activité voilà, tous les 2 jours. Parce que pour moi, ils doivent être vraiment dans cette liberté d'exploration sans contrainte. Ils sont trop jeunes pour rentrer dans ce type de contrat. Et du coup, on a pas mal de matériel de manipulation, du matériel vous le verrez après pendant la présentation vidéo de l'école, des coins avec des jeux d'imitation, etc. Et eux, ils sont vraiment libres d'évoluer en respectant bien sûr le calme des autres. Et puis bien souvent, ils viennent en fait avec les autres regarder ce qu'ils font, ça leur donne envie. Et moi, je les accompagne dès qu'il y a une envie de comprendre, d'aller plus loin pour que ce soit adapté à ce qu'ils ont envie de faire. Et je fais aussi des propositions pour les plus jeunes, particulièrement pour les plus jeunes de temps en temps, mais il n'y a rien qui est instauré de manière rituelle par rapport à ça. Voilà, c'était une petite précision que je voulais apporter. Marianne? Je réponds juste à la question sur les ordis, parce qu'il me semble que c'est le moment. Ah, ok, ça marche. Oui, les enfants ont tout à fait le droit d'utiliser les ordinateurs. Après, ce n'est pas une utilisation sans raison. Ils utilisent les ordinateurs beaucoup pour écrire leurs articles. On utilise aussi les ordinateurs quand ils ont besoin de faire des recherches documentaires. Par exemple, il y a des enfants qui vont, je sais pas, là en ce moment, il y a un enfant qui fait un article sur les mammifères marins. Donc, par exemple, il regarde le C'est pas sorcier sur les mammifères marins en prenant des notes. Ça arrive qu'il cherche une information quelconque. Par exemple, là, il y a une enfant qui a fait un atelier sur Scratch. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent passer du temps. C'est un outil pour faire des dessins animés. Donc là, par contre, nous, on met une restriction de durée sur le temps passé derrière l'ordinateur. Voilà. Et s'il y a un âge, je ne sais pas trop, Julie, mais enfin, l'ordinateur, c'est quand même un outil formidable pour apprendre à écrire et à lire, surtout taper en fait son texte à l'ordinateur, même pour les tout petits. Mais ça dépasse rarement 5-10 minutes, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas d'âge limite pour utiliser l'ordinateur. Il n'y a pas d'interdiction par rapport à l'âge, parce que nous, on fonctionne vraiment dans un collectif et ça ne ferait pas sens, je pense, que certains aient le droit et pas d'autres, alors qu'on fonctionne ensemble et que l'idée, c'est justement de s'inspirer de ce que font les autres. Mais dans les faits, les plus jeunes, par exemple, il y a eu tout un moment où ils sont intéressés beaucoup au son que faisaient les lettres. Et du coup, moi, j'ai mis à disposition sur ma tablette personnelle une application qui leur permettait d'écouter le son des lettres en autonomie, ce qui me permettait, moi, de me dégager du temps, ce que je le faisais au début avec eux, mais je ne pouvais plus accompagner les autres. Donc, je sais qu'il y a des enfants qui me la demandent de temps en temps, mais ils y passent rarement plus de 5-10 minutes. C'est leur temps d'attention. Et après, ils s'arrêtent, en fait. Donc, je trouve que ça se module de manière assez naturelle par rapport à un cadre qui, moi, me paraît cohérent. Si je voyais que ce n'était pas le cas, je soumettrais la question au collectif et aux parents si j'avais des doutes sur la pertinence de ce qui se passe. Mais pour l'instant, pour moi, ça se passe de manière assez fluide et cohérente. Voilà, c'est très, très ponctuel. Et des fois, on regarde aussi des petites vidéos, voilà, des petits courts-métrages en sensibilisation à l'environnement, voilà, des petites vidéos une fois par Ça peut semaine. aussi peuvent nous servir de support aussi pour faire des discussions type débat philo. Voilà, ça nous arrive aussi de faire ça, mais ça reste encore une fois quelque chose de ponctuel. Du coup, on continue, je reviens au déroulement de la journée. Donc, à 12h15, pour les plus jeunes, on commence à s'installer pour le repas. Nous avons une terrasse, en fait, qui est assez ensoleillée quand le temps le permet et qui nous permet de manger dehors. Donc, dès que les températures et la météo est clémente, on mange dehors. Les fois où ça l'est pas, où il fait trop froid, où il pleut, on mange à l'intérieur de l'école, mais c'est vrai qu'on préfère être dehors. Et donc, chaque enfant a rapporté le matin son déjeuner qui a été préparé par la famille et qui est maintenu au chaud dans des thermos si c'est un peu chaud, parce que nous avons des fours à micro-ondes à l'école, mais que nous n'avons pas le droit d'utiliser pour des raisons sanitaires actuelles. Donc voilà, on a ce temps de repas qui est surveillé par des parents et puis depuis peu par un parent et la personne qui est recrutée en service civique.
Et puis, nous faisons la gestion de l'intermédiaire, l'installation des enfants pour vérifier que tout le monde est bien. Et ensuite, Marianne et moi, nous sommes en pause pendant 1 heure et 5 minutes, ce qui nous permet d'avoir un temps et de ressourcement et d'échange pour faire le point sur ce qui s'est passé dans la matinée, sur les évolutions qui sont nécessaires, sur la préparation de l'après-midi également, que je vais vous décrire ensuite. Et donc, les enfants sont sur la surveillance des parents bénévoles qui s'inscrivent donc sur un planning à tour de rôle. Et puis, quand ils ont fini le repas, ils peuvent jouer dans l'enceinte de l'école. Donc, il y a cette terrasse dont je vous ai parlé où ils mangent. Et puis, on a un petit jardin que vous verrez dans la vidéo. Et puis, ensuite, à 1h30, Marianne retourne prendre en charge les enfants dans un autre espace que vous verrez, qui est la Pinède et qui est le jardin privé du propriétaire des lieux, mais qu'il nous laisse à disposition parce qu'il est un peu plus vaste pour les enfants, qu'il nous laisse à disposition sous certains moments de la journée, sous certaines conditions. Et puis, actuellement, on propose aux enfants de 3 ans une sieste. Donc, moi, à 1h30, je prends les enfants qui font la sieste pour les accompagner. Mais c'est une chose qui va changer l'année prochaine. Je vous décrirai un petit peu plus tard dans les évolutions de notre projet. À 14h, c'est le retour en classe pour ceux qui étaient à l'extérieur avec Marianne. Et là, il y a un temps d'une 20aine de minutes qui est un temps un peu plus calme au cours desquels les enfants peuvent soit lire silencieusement ou à plusieurs, mais à voix basse, soit dessiner. Et puis, voilà, ce temps peut évoluer. En tout cas, c'est l'idée que ce soit un temps tranquille. Et ensuite, nous avons une réunion à nouveau d'école qui, cette fois, regroupe en fait tous les enfants, les barbapapa, les afro-jojo, pour aborder les points qui ont besoin d'être abordés collectivement, puisque le matin, nous étions en réunion qui était plus sur l'organisation interne des sous-groupes. Là, il y a une réunion commune pour gérer tout ce qui va concerner l'ensemble des enfants, j'aurais même plus à dire, on va être là-dessus. Et ensuite, on a les temps d'activité de l'après-midi qui sont communs à tous les enfants de l'école. Et donc, pour ces temps d'activité, Marianne et moi faisons toutes les deux une proposition d'activité aux enfants. Un enfant peut aussi proposer une activité aux autres. C'est là que les intervenants extérieurs ou intérieurs, d'ailleurs, puisque Léa, qui est le service civique, peut faire une proposition d'atelier également. Les parents qui sont disponibles peuvent aussi intervenir à ces moments-là. Et les enfants s'inscrivent en fonction des propositions. Ils ont aussi la possibilité d'avoir un temps libre où ils ne s'inscrivent pas à ces ateliers. Mais du coup, tous les âges sont mélangés. Et puis, ce temps dure à peu près 1 heure. Et la fin de la journée se termine par le rangement des différents espaces. Et puis, par le journal de bord, on demande chaque jour aux enfants d'écrire ce qu'ils souhaitent sur le déroulement de la journée. Ça leur permet, eux, d'avoir un peu une trace écrite, une petite mémoire de ce qui s'est passé. Et puis, c'est une manière aussi, à nouveau pour eux, de s'engager dans le lire-écrire avec ce journal qui fait aussi le lien avec les familles quand ils le consultent. Voilà. Et puis, à la fin du journal de bord, on se regroupe à nouveau pour un temps de présentation des productions qui ont été faites par les enfants dans la journée, selon leur choix. C'est eux qui décident s'ils ont envie ou pas de présenter des choses. Ouais, pas toi. On se regroupe en 2 sous-groupes. Enfin, on se regroupe pas oui. ensemble. Tout à fait, merci de préciser. Donc, les présentations, en effet, sont en sous-groupe puisque ce serait beaucoup trop long si on faisait tout ça tous ensemble. Donc, on se remet en sous-groupe. Les plus jeunes font leur présentation ensemble, les plus âgés font leur présentation ensemble, et puis on termine par une petite météo du cœur pour que chacun puisse exprimer ce qui s'est passé pour lui dans la journée, et puis les brigades de la joie qu'a évoqué Marianne tout à l'heure pour décerner, pour exprimer sa joie à quelqu'un en particulier, ont lieu à ce moment-là. Et puis à 4h15, c'est l'heure de la récréation de l'après-midi qui s'ensuit par le temps de garderie ensuite. Je crois que j'ai terminé. Est-ce que tu vois des choses à rajouter sur le déroulement de la journée, Marianne? Non. Non. Peut-être que du coup, on peut passer à la vidéo qui va vous permettre de mettre un peu des images sur ce qu'on vient de dire pour les différents espaces et les différents temps. Nadège? Juste après 16h30, du coup, il y a un temps de garderie qui est pour le moment surveillé par une enseignante et la personne en service civique avec nous jusqu'à 17h. Et à partir de 17h jusqu'à 17h30, c'est un parent qui assure la garderie
pour les derniers enfants, donc un parent ou deux parents selon s'il y a plus ou moins de 15 enfants. Et l'école termine à 17h30. Voilà, juste un petit détail à rajouter. Oui, merci. Du coup, je ne sais pas, Nadège, si les vidéos se coupent automatiquement quand je lance le film. Je pense que c'est comme pour partage d'écran, à mon avis, ça doit être Okay. ça. Parce que des fois, on n'entend pas hyper bien. Donc, n'hésitez pas, les filles, à me solliciter s'il y a un bug. Ok. Ok, donc en fait, Nadège, elle a fait une vidéo à l'école cette semaine pour qu'on puisse vous montrer un peu les locaux. Du coup, je vais commenter ainsi que Julie au fur et à mesure. On a fait un essai. Apparemment, ma voix est un peu décalée par rapport à l'image, mais normalement, ça ne gêne pas la compréhension. N'hésitez pas à noter vos questions si ça n'a pas été clair. On y répondra ensuite. Là, vous voyez bien, c'est bon? Vas-y, tu peux commencer. Alors, attends, il faut que je coupe le son parce que si on a le son, ouais, c'est bon. Du coup, voilà, là, on est devant l'école. Donc, ça, c'est la porte d'entrée depuis cette année, depuis qu'on a agrandi nos locaux. Ici, ce que Nadège vous montre, c'est la pinette. Donc, la pinette, c'est l'espace privatif que le propriétaire nous prête plusieurs fois dans la journée, à condition que ce soit sous la surveillance d'une enseignante. Donc, les enfants, ils y vont à la récré du matin, du midi et du soir. Et pendant la garderie du soir, une partie. Donc, voilà, là c'est l'entrée, le vestibule. Donc les enfants, ils ont leur porte-manteau, le petit banc et la tablette du dessus. Voilà, donc c'est le nouvel espace de cette année qui nous met en joie parce qu'avant il n'y en avait pas. Ça, ce sont les tableaux d'affichage. Donc un pour l'association, un pour l'école. Si vous avez une superbe vue de la cuvette des toilettes. Il y a deux toilettes là, dans l'école, une à l'entrée et une plus à l'intérieur. Donc ça, c'est la cuisine. Donc comme Julie, elle vous expliquait, les enfants, ils ne peuvent pas accéder ni au frigo ni au micro-ondes, là, avec les normes sanitaires. Et au fond, c'est le bureau de Nadège. Voilà, on vous emmènera sur la terrasse tout à l'heure. Donc ici, c'est la grande salle. Je fais juste une petite pause. Donc il y a trois salles, ce qu'on appelle la grande salle, la moyenne salle et la petite salle, parce qu'on est... Voilà. on leur a donné ces noms-là. Pragmatique. Ouais, bah, en fait, on ne voulait pas dire la salle des grands, la salle des petits. Voilà. Donc, c'est la grande salle, la moyenne salle, la petite salle. Et donc là, vous êtes dans la grande salle qui est principalement où les affreux jeux ils font leurs réunions. Donc, dans cette grande salle, il y a du coup les quelques ordinateurs, même si on n'est pas encore très riche en ordinateurs. Donc là, par exemple, l'enfant, il est en train de travailler sur Scratch. C'est son projet personnel. La bibliothèque qui est commune à tous les enfants. Ici, c'est le coin écrit. Donc là, on va avoir tous les outils en lire-écrire. Ici, vous avez l'espace de réunion voilà, des plus grands avec tous les outils d'organisation de la journée qui sont affichés, leur casier, le matériel collectif. Là, oui, donc ça, c'est une adulte qui est Sophie. Elle est directrice de l'école Arbre à Pépins, qui est pas très loin de chez nous et qui a été venue faire une journée d'immersion. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de l'école. Là, c'est le coin sciences. Et à gauche, le coin histoire géo. Voilà. Donc, il y a, voilà, la salle, elle est divisée en plusieurs espaces avec chacune ses tables. Donc, les enfants ne s'y mettent pas forcément selon l'espace, mais en tout cas, ça a été pensé comme ça. Donc là, il y a le matériel mathématique qui continue après dans l'espace de réunion, parce que c'est souvent dans l'espace de réunion qu'on fait les activités mathématiques, vu qu'on a besoin d'espace. Donc là, le tableau, les outils d'organisation, ça, c'est les trucs avec les croix, c'est notre nouveau mode de fonctionnement. Là, c'est les métiers que font les enfants. Donc là, ils ont décidé de les faire chaque semaine, les tâches de la vie collective. Donc voilà, ça, c'est comment ils avancent dans leur projet. La petite ampoule, c'est j'ai une idée, je sais ce que je vais faire. Ensuite, c'est je me lance, c'est peut-être écrit à côté. Je me lance, je réfléchis, je cherche, j'écris. Après, on a je demande de l'aide pour la correction et puis je présente mon projet. Ça, c'est des enfants qui avaient fait un projet, faire une carte de risque. Voilà. Donc ici, là, moi, je suis en train de corriger, je pense, un texte du journal
Ah, d'ailleurs, c'est le texte du journal que vous avez vu sur Monsieur Mikado. Donc, avec deux grandes de CM1, voilà, c'était la correction de leur texte. Ici, Joa qui est sur son projet Scratch et la bibliothèque. Et du coup, Julie, je te laisse la parole. Donc là, on arrive dans l'autre espace. Là, c'est une espèce de couloir d'entrée où se trouve l'imprimante et la photocopieuse de l'école. Ensuite, on a ce qu'on appelle la petite salle où se trouvent les jeux d'imitation, marionnettes, déguisements, ainsi que la dinette, une maison de poupées. Et puis, on a également un meuble que vous allez voir avec tout notre matériel de construction, parce que c'est l'espace où ils peuvent construire. Voilà, ça c'est le meuble de rangement de nos jeux de construction. C'est également dans cette salle qu'on a entreposé tout ce qui était jeux de société et puzzle. Et puis, cet espace qui est dédié aux constructions le matin, en début d'après-midi, c'est ici qu'actuellement les petits vont faire leur sieste. On a des lits que l'on entrepose en fait dans ce coin et où ils dorment. Il y a également des grandes toilettes avec lavabo et puis tout le matériel de ménage. Et ensuite, là, nous arrivons dans la moyenne salle avec Léa, le service civique, qui est engagée comme service civique cette année, qui est là dans le coin peinture. Donc là, vous avez le coin qui permet donc aux enfants de créer avec peinture, pâte à modeler, plein de matériel de récupération pour faire du bricolage, de la laine, des bouts de carton et plein d'outils, du tissu, voilà, plein de choses, feutres, crayons, etc. Ensuite, ça, c'est le petit coin avec le matériel lire, écrire, le meuble dans lequel on a passé rapidement. On voit des enfants là avec moi qui sont que j'accompagne là sur des calculs en mathématiques, qui sont en train de faire des opérations. Là, donc, c'est le coin mathématique avec du matériel qui est un peu issu de plusieurs origines. On a des enfants ici qui sont en train de manipuler la tour rose Montessori pour ceux qui la connaissent. Et puis là, un jeu avec des casse-têtes d'encastrement à suivre en fonction d'une fiche. Donc là, Sirius est en pleine recherche. Parce qu'ils sont tous les deux là dans notre coin regroupement. C'est là que nous faisons nos réunions du matin et de l'après-midi. Vous apercevez la terrasse derrière. Là, on a tout un meuble avec tout ce qui va concerner la vie pratique, vie quotidienne, qui va être à destination des un peu plus jeunes, avec toutes les activités inspirées Montessori pour verser, transvaser, pincer, plier, ranger, ouvrir des boîtes, ouvrir des cadenas, etc., etc. Un petit coin d'écoute que nous avons depuis peu, dont je suis assez contente, où les enfants sont en train d'apprendre à pouvoir utiliser en autonomie des CD pour écouter des histoires ou de la musique. Et puis, on est passé un peu rapidement. On a un petit coin aussi sciences et mesures avec des outils pour mesurer les durées, les poids, etc. Hop, et là, donc, nous sommes de retour dans la grande salle. Donc, le coin bibliothèque peut être utilisé par tous les enfants. C'est pour ça qu'on précisait bien tout à l'heure que ce n'est pas une salle qui est dédiée à des enfants, un groupe d'enfants en particulier. Il y a l'organisation de fêtes et puis il y a aussi le fait que les enfants puissent vraiment circuler librement pour utiliser tous les espaces. Du coup, Marine, je te repasse la parole. Ouais. Là, du coup, c'est le planning des ateliers. Donc, en fait, avant les vacances, on fait un brainstorming avec tous les enfants de tout ce qu'ils ont envie de faire comme atelier. Et ensuite, nous, on construit un planning et Julie et moi, on propose des ateliers. Il y en a qu'on propose en autonomie. Puis maintenant, Léa propose aussi certains ateliers. C'est les temps d'atelier de l'après-midi, je précise juste. Ouais. C'est pour l'après-midi.
Et là, donc c'est la terrasse, c'est l'endroit où on mange et où les enfants jouent pendant les temps de garderie et un certain temps le midi. Voilà, donc dans le meuble qui est à droite, il y a des jeux de société. Ici, il y a une petite dinette aussi. Et puis là, donc c'est l'espace de l'école vraiment où on a accès illimité. Donc il y a un petit potager où en ce moment sont en train de pousser des fèves et des oignons. Il y a un terrain pour juste gratter la terre et voilà. Et puis à droite, il y avait les cages des lapins qui ne sont plus malheureusement. Là, l'espace, ça sépare en fait avec l'espace privatif. C'est là où il y a, vous voyez derrière, il y a la piscine. Donc là, c'est l'espace du jardin de Pascal et Sophie. Voilà pour l'extérieur. Et c'est la fin de la visite. Merci Nadège pour ta vidéo d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si il y a des questions là par rapport à la visite tant que les images sont fraîches. S'il y en a qui veulent poser des questions sur les espaces de l'école. 5, 4, 3. Du coup, on continue. Parce que là, on a fini un peu l'exposé de comment ça se passe. Alors, on ne vous a pas tout dit. Moi, depuis tout à l'heure, je dis, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne vous a pas dit, mais on ne peut pas tout vous dire. Nadège me dit qu'on n'est pas sur le bon timing, donc je me tais. Et du coup, là, on va vous parler un peu plus de comment ça va se passer pour l'organisation de l'année prochaine, les places disponibles. Et puis, Nadège, elle vous fera un point sur le volet associatif, qui est très important, puisque c'est une école, mais c'est aussi une association qui porte l'école, et que sans l'association et les parents, l'école n'existe pas. Voilà. Nadège, c'est à toi. C'est pas à toi? Si. Oui, du coup, donc là, effectivement, on passe aux places et à l'organisation pour l'année prochaine. Donc, Julie, tu voulais que j'introduise, je pense. Donc, pour l'année prochaine, en fait, on n'a pas encore les confirmations de réinscription par les parents de cette année. Et donc, on va les avoir sur le courant du mois d'avril. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on saura exactement quelles places sont libérées et quelles places on aura en totalité. Julie, du coup, je te laisse parler des conditions d'accueil, puis après, je reviendrai sur les modalités d'inscription. Ça te va? Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Oui, donc du coup, donc cette année, nous avons accueilli les enfants dès 3 ans. On a même eu une petite qui est arrivée un petit peu avant 3 ans, en fait. Et puis, on s'est retrouvés confrontés à la difficulté de pouvoir accueillir dans des conditions qui soient respectueuses des enfants, respectueuses de la dynamique du groupe, en fait, qui nous conviennent totalement. Les difficultés principales rencontrées étant que les tout jeunes ont besoin d'attention en fait par rapport à leur autonomie et notamment pour aller aux toilettes, pour être essuyés aux toilettes, pour pouvoir dormir et être accompagnés dans leur rituel d'endormissement et pour pouvoir dormir. Et en fait, le temps qui est consacré à cet accompagnement-là est bien trop important par rapport au temps de disponibilité pour accompagner les enfants dans leurs projets d'activités, leurs projets personnels, les activités mathématiques, français, etc. Et du coup, on va faire évoluer ça l'année prochaine pour que ce soit plus juste. Et on se rend compte que donc une personne étant seule avec l'ensemble des plus jeunes, c'est pas possible en fait de pouvoir faire les deux correctement. Moi, j'ai été confrontée à cette difficulté de ne pas pouvoir accompagner correctement les enfants avec l'attention que ça demandait. Et donc, on va demander aux familles qui souhaitent s'inscrire l'année prochaine que les enfants, si jamais, pour les plus jeunes enfants en fait, qu'ils puissent être autonomes pour pouvoir aller aux toilettes et s'essuyer tout seul, qu'il n'y ait pas besoin d'un adulte pour cela. Et puis, on ne proposera pas d'accompagnement à la sieste formelle comme cette année, parce que ça me prend 45 minutes, 1 heure, en fait, pour pouvoir les accompagner, faire le rituel et vérifier que tout le monde s'endorme avant de rejoindre les autres enfants, ce qui est beaucoup trop long. Du coup, on proposera toujours le lieu, l'espace consacré que vous avez vu dans la vidéo, avec un espace pour dormir pour les enfants qui ont besoin de se reposer parce que c'est important, mais il n'y aura pas cette sieste formalisée comme ça a été le cas cette année.
Du coup, voilà, ça a été difficile pour nous de nous situer. Il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. On a essayé de chercher des solutions pour continuer à accueillir les enfants dès 3 ans, quelles que soient les conditions, enfin, en les accueillant là où ils en sont. Et en fait, on n'a pas trouvé de choses qui nous paraissent cohérentes et respectueuses de tous. Donc, ce sera nos conditions pour l'année prochaine. Donc, que l'enfant soit autonome pour s'essuyer aux toilettes, qu'il n'ait pas besoin d'accompagnement pour ça et qu'il n'ait pas besoin d'une sieste formalisée. Voilà. Je pense que c'est bon pour les petits. Ouais. Du coup, on est en train de réfléchir. Je ne sais pas si tu veux préciser par rapport aux enfants d'âge collège, Marianne, pardon. Du coup, on a beaucoup... Ah, Nadège, tu voulais... Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que j'ai eu certains parents au téléphone et donc je leur avais formulé pour la plupart, je pense, hein, qu'on hésitait sur l'accueil des enfants d'âge 3 ans, sur les tout petits. Et du coup, c'était juste pour recontextualiser ça, c'est que du coup, c'était cette hésitation-là qu'on avait, est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on ne les accueille pas? Et du coup, on est d'accord, finalement, la réflexion nous a mené à ces conditions d'accueil définies au préalable pour que cet accueil-là soit quand même possible, mais dans des conditions qui sont respectueuses de notre cadre collectif, en fait, idéal pour tous. Et du coup, d'en accueillir 3-4, je crois, c'est ça, hein, à peu près, des tout petits. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Vas-y, Marianne, je te laisse la parole. Du coup, on a eu beaucoup de demandes aussi pour des collégiens. En fait, on ne prend aucune inscription de collégiens, enfin d'enfants d'âge collège. Ce qui peut arriver, c'est que des enfants qui ont fait leur scolarité, une partie de leur scolarité à cœur d'école, et qui émettent la volonté de rester pour la 6e, 5e, en fait, on examine ces demandes au cas par cas et ça va vraiment dépendre du projet de l'enfant. Du projet de la famille, de nos capacités d'accueil. Et donc ça, c'est examiné au cas par cas selon les projets. Et du coup, c'est jamais des enfants... Enfin, on n'accueille pas en fait d'enfants collégiens qui viennent de l'extérieur. Pour l'instant, on n'est pas sur ce projet-là. Mais il y a des collégiens dans les locaux puisque certains enfants sont restés. On a notamment une enfant qui suit le CNED, mais à l'école, donc qui est d'âge 5e, qui l'année prochaine sera en 4e. Et on a une élève cette année de 6e qui, elle, ne suit pas le CNED, fait vraiment les mêmes activités que nous. Et donc l'année prochaine, il y aura peut-être aussi d'autres enfants qui viennent de l'école qui sont d'âge collège. Mais ce n'est pas encore défini. Voilà pour le niveau collège. On voulait juste vous faire un petit point sur les critères de choix parce qu'en fait, on ne prend pas toutes les inscriptions voilà, de fait. Ce qui est important pour nous, c'est de garder en fait cet équilibre collectif. Donc, nous, on veut vraiment qu'il y ait une hétérogénéité dans les effectifs des élèves. Donc, on veille à ce qu'il y ait une hétérogénéité de sexe, donc filles-garçons, qu'il y ait une hétérogénéité des âges, donc qu'il n'y ait pas une classe d'âge qui soit surreprésentée, voilà, pour l'équilibre du fonctionnement de l'école. On veille aussi à ce que les enfants à besoins éducatifs particuliers, donc que ce soit des enfants 10 ou des enfants TDAH ou des enfants voilà, qui présentent certains besoins, soient pas non plus surreprésentés, qu'il y ait un équilibre. Des enfants au potentiel. Enfin, on accueille vraiment tout le monde, mais voilà, en gardant en tête qu'il faut que ce soit équilibré pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, j'ai tout dit. Donc ça, en fait, Nadège, elle va vous expliquer comment ça va se passer pour les admissions et les inscriptions, dans quel ordre ça va être fait. Et du coup, Nadège, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait une question sur les immersions, mais ouais, voilà, du coup, ça va répondre à ce moment-là. Tout à fait. Du coup, donc nous, du coup, ce qu'on souhaite vous proposer, c'est que là, suite à cette porte ouverte, les parents qui souhaitent maintenir, pour ceux qui nous ont déjà envoyé une fiche de demande d'inscription, leur inscription avec ces conditions que vous avez entendues aujourd'hui, vous êtes invités du coup à nous envoyer un petit mail de confirmation de vos inscriptions. Si possible, avant mardi 23 mars. Voilà, on aurait besoin de savoir, si possible, avant mardi 23 mars. Et pour les autres qui n'ont pas encore fait de la démarche de faire une demande d'inscription, moi, je vais vous envoyer une fiche de demande d'inscription dès tout à l'heure, à la fin des portes ouvertes. Et vous pourrez également nous la renvoyer avant le 23 mars.
Voilà, donc suite à ça, du coup, nous inviterons les parents qui ont fait la demande d'une inscription le lundi 29 mars pour un temps d'école ouverte entre 16h30 et 17h, ou 17h30, pour que vous puissiez venir dans l'école. Donc, on vous fera rentrer, je pense, par petits groupes. On verra comment concrètement on s'organise pour respecter le protocole sanitaire. Et du coup, ça va vous permettre de rencontrer l'équipe, de nous rencontrer pour de vrai, de rencontrer les enfants et quelques parents également, et de pouvoir prendre le temps de discuter. On ira dehors, je pense. On restera dehors et ça vous permettra voilà, de venir nous rencontrer. Ensuite, la semaine du 29 mars, 4 avril, donc là, on fera des entretiens. Donc, pour ceux qui n'auront pas pu venir à l'école ouverte, ce sera à ce moment-là qu'on se rencontrera et qu'on vous fera visiter l'école. On fera des entretiens avec l'équipe. Et puis, à partir de la mi-avril, c'est là qu'on imagine faire le choix définitif des enfants. On fera une commission admission en équipe. Et par rapport aux critères donc, que vous a décrit Marianne juste avant, on fera le choix des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on saura également les réinscriptions des enfants actuels dans notre école et que du coup, on pourra voilà, faire un micmac de tout ça pour savoir qui sera des nôtres l'an prochain. Et suite à ça, du coup, on vous proposera des journées d'immersion pour vos enfants et puis ensuite, du coup, on vous transmettra les dossiers d'inscription. Et c'est au moment de la réception des dossiers d'inscription complets que votre enfant sera officiellement inscrit dans notre école. Voilà. Et du coup, par contre, on n'a pas parlé de la possibilité pour les enfants plus jeunes d'intégrer l'école dès la fin de l'année. Est-ce que vous voulez en parler, les filles? Marianne? On verra ça plus tard, en fait. Ouais. Marianne, tu as... ton micro est coupé. Parce que je tapais le résumé sur le chat pour que si les gens n'avaient pas le temps de... Bref, juste un petit point sur les immersions. En fait, donc comme on vous disait, de la même manière que quand on accueille des personnes extérieures, bah voilà, ça influe sur le groupe. On va faire attention à ça aussi pour nos élèves actuels quand on va faire les immersions. Donc, on ne va pas pouvoir toutes les faire en même temps et ça ne va pas pouvoir être des immersions longues. Mais par contre, elles sont quasiment, j'allais dire, il faudra une dérogation obligatoire, dans le sens où c'est important pour nous que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Pas que ce soit négatif, mais qu'en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que voilà, chacun vient avec ses représentations. On n'entend pas la même chose derrière le mot projet, on n'entend pas la même chose derrière le mot bienveillance, on n'entend pas la même chose derrière tous les mots qu'on utilise. Et de plus en plus, nous, on essaye d'être clair et de définir voilà, ce dans quoi vous allez vous engager comme type de projet. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de venir voir. Et donc, s'il vous plaît, si vous pouvez, venez avec vos enfants, venez voir comment ça se passe pour savoir dans quoi vous allez vous engager parce que c'est un investissement financier, c'est un investissement humain, c'est une vie associative qui est importante. Et en fait, on se rend bien compte qu'il faut une vraie motivation, une vraie adhésion au projet. Ça ne suffit pas de juste se dire je veux autre chose pour mon enfant. En fait, il faut vraiment savoir pourquoi vous êtes là et venir voir, c'est un bon moyen. Donc voilà, après, si vous habitez à l'étranger et que voilà, vous aurez droit à une dérogation exceptionnelle, mais la règle, c'est de venir voir. Voilà. C'était ma partie, c'est comme ça. Merci Marianne pour les précisions, c'est vraiment important, effectivement, pour nous. Du coup, j'enchaîne sur la partie sur la vie de l'association, puisque Corps d'école, effectivement, est une école associative et que c'est vraiment important pour nous que vous compreniez bien qu'est-ce que ça implique et que vous sentez que vraiment vous y adhérez aussi pleinement à ce fonctionnement qui est associatif. Du coup, les parents ne sont pas seulement là pour déposer leur enfant et venir le chercher le soir. C'est vraiment, on demande aux parents une implication et d'être acteurs aussi en partie, en tout cas, du projet. Et du coup, ça explique aussi nos tarifs, donc nos tarifs qui sont assez bas comparés à d'autres écoles privées hors contrat. En fait, nos tarifs ont été calculés
du fait de cette implication bénévole et du fait que les parents s'impliquent dans l'école, qui fait que ben voilà, on n'a pas besoin, pour le moment en tout cas, le fonctionnement fait qu'on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour faire le ménage, puisque c'est les parents qui s'en occupent, de payer quelqu'un pour faire la garderie, puisque c'est les parents qui s'en occupent, de payer quelqu'un pour s'occuper de tout ce qui est communication, gestion du site internet, etc., puisque c'est les parents qui s'en occupent. Donc du coup, c'est vraiment à corréler avec ça, et du coup, c'est la condition pour que ces tarifs continuent d'être bas. Sinon, ben, ça ne pourrait pas continuer de cette façon-là. Du coup, aujourd'hui, le fonctionnement actuel de l'école, c'est différentes instances en fait qui décident chacun de quelque chose et qui font chacun quelque chose en particulier. Donc il y a l'Assemblée générale qui regroupe l'ensemble des parents qui adhèrent à l'association. Il y a le conseil d'administration qui sont des parents qui sont élus par l'Assemblée générale et qui, du coup, se réunissent et s'occupent vraiment de la gestion de l'école sur les grandes orientations générales. Par exemple, c'est eux qui prennent les grandes décisions comme l'âge d'accueil des enfants, est-ce qu'on va accueillir des collégiens ou pas, le projet éducatif aussi, la gestion financière, la gestion du personnel, voilà. Ensuite, il y a donc la codirection, donc ça c'est moi et Marianne sur la gestion quotidienne de l'école et du volet administratif de l'école. Et ensuite, il y a un système de commission où là, c'est les parents avec leur casquette de parents bénévoles qui interviennent pour faire aussi fonctionner tout ce qui est autour de l'école. Donc, il y a la commission communication, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a la commission travaux, c'est souvent des papas qui viennent faire le petit bricolage à l'école sur tout ce qui est cassé, qui viennent réparer, la commission informatique qui vient nous aider sur les aspects informatiques quand on n'est pas compétente, l'équipe, la commission financement qui nous aide à chercher des financements pour l'école, la commission achat, hygiène et sécurité, ménage, garderie. Voilà, sachant que du coup, le ménage et la garderie, aujourd'hui, ce sont, pour le ménage, ce sont l'ensemble des parents qui se partagent cette tâche-là de ménage. Et la garderie, c'est une partie des parents qui essaient aussi de se partager cette tâche de gestion de la garderie. Voilà. Et ensuite, il y a les parents avec leur casquette de juste parents. Qui du coup sont là en tant qu'adhérents et pour pouvoir participer aux assemblées générales et aux réunions. Du coup, c'est une vraie vie associative avec des réunions où voilà, certaines choses peuvent être discutées, d'autres sont vraiment décidées par les instances qui concernent, qui ont la charge et la responsabilité de ces tâches-là plus précisément. Voilà, du coup, on est sur un mode de gouvernance, on a envie de plus en plus d'aller, en tout cas, moi et Julie, qui seront donc à la direction de l'école l'an prochain, je ne sais pas du coup si on l'a dit, mais du coup, vu que Marianne, elle s'en va, du coup, Julie s'est positionnée pour être directrice légale de l'école, et donc la directrice sur tout ce qui est volet pédagogique. Donc, ce sera nous deux qui reprendrons donc, cette co-direction l'an prochain. Et donc, nous, notre envie, c'est d'essayer d'amener de plus en plus des outils et d'aller de plus en plus vers de la gouvernance partagée. Voilà. Alors, du coup, je devais vous préciser aussi que pour nous, vraiment, on a une charte des valeurs. On a un document qui récapitule toute cette organisation et également une charte des valeurs qui, pour nous, sont vraiment importantes pour les parents qui adhèrent à notre école de s'inscrire dans ces valeurs-là. Donc, au moment de votre inscription, vous recevrez ce document qui décrira tout ça plus précisément. Mais les valeurs, c'est les mêmes que pour celles de l'école. C'est la coopération, la bienveillance, la responsabilisation de chacun. Pour moi, c'est vraiment, on est aussi, nous aussi, en tant qu'association, une structure vivante au même titre que les enfants sont dans l'école. L'école est aussi une structure vivante pour eux et évolutive en fonction des besoins. Chez nous aussi, c'est pareil. Les parents, au niveau de l'association, on est aussi une structure vivante, évolutive en fonction des besoins. Comme là, cette année, on a vu que voilà, la garderie, c'était beaucoup trop pour les parents. On n'avait pas suffisamment de parents disponibles pour assurer la garderie. C'était compliqué pour nous, les parents. Du coup, on a trouvé des solutions collectivement et on a embauché quelqu'un en service civique. Du coup, c'est ça. C'est une assoce qui, du coup, est évolutive en fonction des besoins. À charge à chaque parent de pouvoir aussi intervenir dès lors qu'il ressent un besoin et de le soumettre au collectif. Voilà. Du coup, donc, par rapport à ce bénévolat dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez fort, demandé aux parents, c'est un bénévolat de fonctionnement. Et donc, l'an passé, on n'avait pas vraiment calculé, on n'avait pas demandé aux parents de noter quelles heures ils faisaient de bénévolat. Et on ne savait pas trop, en fait, à quelle hauteur ça représentait. Donc, on était parti sur 40 heures par an de bénévolat
à donner à l'école pour que ça fonctionne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était trop bas. En tout cas, cette année, c'était trop bas par rapport aux besoins, parce que cette année, c'était en plus une année particulière où du coup, on a démarré la 2e classe avec les travaux, etc. Ça a fait beaucoup de temps à donner, en fait, bénévolement à l'école. Et du coup, là, moi, j'ai fait des calculs, j'ai réévalué ça par rapport à cette année. Donc, les parents ont écrit, on leur a demandé de noter quelles heures de bénévolat ils faisaient chaque mois. Et du coup, ça m'a permis de réévaluer ça. J'ai fait ça récemment, la semaine dernière. Et on a l'impression que l'an prochain, le besoin, que le réel besoin, ce sera entre 25 et 30 heures de bénévolat à donner par parent et sur l'année. Voilà, donc c'est une tranche. Hein. Après, ça dépend vraiment des besoins et des priorités aussi qu'on définit collectivement. Si, par exemple, on décide d'arrêter la communication financement, comme c'était le cas l'an passé, bon, ben voilà, ça va faire diminuer le temps que les parents auront à donner là-dessus. Si on décide d'externaliser le ménage, ben c'est pareil. Du coup, ça va faire diminuer le besoin en temps de parents. Mais voilà, en tout cas, si on continue sur cette même organisation à peu près, ben ce sera ça le besoin. Et du coup, donc actuellement, on est en réflexion sur la nouvelle répartition des tâches et organisations qu'on va demander l'an prochain. Et on va faire une réunion avec les parents pour justement en discuter et pour potentiellement changer les choses. Parce que cette année, on a vu que ça ne fonctionnait pas forcément super bien, en fait, à certains endroits. Donc, mais ça, voilà, on en reparlera avec vous, à savoir si tout le monde se partage le ménage et la garderie, si finalement on se partage tout et chacun choisit de devenir bénévole là où il a envie de donner du temps et là où il se sent compétent. Voilà, du coup, on en reparlera ça ultérieurement plus dans ce genre de précision-là. Voilà. Et donc, la dernière chose que je voulais partager, c'est que du coup, cette implication associative fait qu'il y a aussi, voilà, avant la rentrée, on organise une journée ou deux de journée ruche, où du coup, bah, voilà, les parents sont invités à venir et pour pouvoir faire voilà, les travaux, le ménage juste avant l'entrée de l'école et en même temps, c'est une occasion aussi de se rencontrer. Il y a ce genre de temps qui peut être organisé au cours de l'année aussi. Et du coup, cette vie associative fait aussi, donc le dernier point, qu'il y a besoin de communication entre ben, voilà, les différentes instances. Et du coup, c'était pour vous prévenir, entre guillemets, que ben, voilà, ça nécessite des échanges de mails, des échanges WhatsApp. On a des groupes WhatsApp pour gérer la garderie et la vie de l'école. Et aussi des temps de réunion où du coup, ben, voilà, on se réunit, on discute ensemble et des fois, on prend des décisions aussi tous ensemble. Voilà pour mon topo sur la vie associative. Donc, notre idée, c'est que vraiment, voilà, vous ayez une vision assez exhaustive de ce que ça représente, même si c'est dur finalement, tant qu'on ne l'a pas vécu, de s'imaginer ce que c'est, mais pour que voilà, vous puissiez aussi vous engager dans notre école en conscience de cet élément-là qui est important pour nous. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas personnellement, j'aime bien partager ça. C'est vraiment aussi être acteur, comme on demande aux enfants d'être acteurs de leur école, ben, les parents aussi sont acteurs. Et pour moi, je trouve ça chouette de mettre en corrélation les deux. Parce que du coup, ça fait sens aussi pour nos enfants, en fait, de nous voir être acteurs de l'école et pas seulement consommateurs. Voilà, donc du coup, je crois que, sauf si vous avez des choses à rajouter, les filles, sur ce niveau-là, on peut passer au temps de questions sur les questions qui n'ont peut-être pas été encore posées. Oui. Donc, en fait, il y a des questions qui ont été posées par écrit auxquelles Marianne a déjà répondu en partie par écrit, mais je voulais juste les resoumettre à tout le monde pour vérifier que tout le monde voilà, les ait bien eus et que ce soit sur l'enregistrement aussi. Il nous a été demandé si on faisait des balades à l'extérieur régulièrement. Et du coup, bah, en ce moment, on organise une promenade tous les après-midi dans la garrigue parce qu'on a tout un coin de garrigue qui est juste derrière l'école et qui est accessible. Tous les lundis. Tu veux préciser quelque chose, Marianne? Tous les après-midi. Tous les lundis après-midi. J'ai dit tous les après-midi? Ah, pardon, un après-midi par semaine, excusez-nous, je me suis trompée. Donc, un après-midi par semaine. On est en train de commencer à le faire aussi sur certaines matinées, puisque l'après-midi, les petits qui dormaient ne pouvaient pas sortir. Donc, on commence à organiser ça aussi pour les plus jeunes. Et puis, depuis cette semaine, nous commençons à aller à la médiathèque aussi, qui nous propose des horaires d'accueil et que ça peut devenir aussi régulier en fonction de nos envies et des envies des enfants. Voilà, il y a eu une question
sur la loi Macron qui rend l'école obligatoire, et la question a été posée de ce qu'il en était du coup pour les écoles hors contrat et pour nous. Du coup, Mariam, ce que tu as répondu, c'est que pour l'instant, ça ne nous impactait pas. Tu vas ajouter quelque chose? Pour l'instant, c'est pas encore passé. Et puis, en plus, ça ne nous concerne pas, nous, directement. Enfin, pas du tout. Ok. Moi, j'avais envie d'ajouter aussi qu'on vous a présenté en fait une organisation avec des groupes assez distincts, des plus jeunes et des plus âgés, les 3-6 et les 7-11. Et nous, on est vraiment dans cette intention de faire évoluer ça l'année prochaine pour qu'on assouplisse en fait ce fonctionnement et qu'il y ait plus un fonctionnement d'école et de groupe avec toujours des temps qui vont être appropriés aux enfants en fonction de leur âge, notamment les temps de réunion du matin et à la fin de l'après-midi. Mais qui est moins en fait ce fonctionnement, cette organisation formalisée avec des âges formalisés pour chaque sous-groupe. On a envie que ça devienne plus souple. Tu veux préciser, Marianne? Non, je voulais dire autre chose, donc termine si tu as... Non, pour moi, c'est terminé. C'était juste pour que les parents se projettent pas dans quelque chose de très cadré par rapport aux âges, parce que c'est pas du tout notre intention. Et j'ai oublié. Ça va. Du coup, peut-être s'il y a des questions qui vous semblent très importantes, les personnes qui veulent réactiver leur micro pour les poser en direct, vous pouvez, du coup, c'est le moment. On a perdu la moitié de l'effectif. Ouais, il y a pas mal de gens qui sont déjà partis, mais comme voilà, ce sera enregistré et que chaque personne pourra revoir la fin si nécessaire, n'hésitez pas, du coup, à poser vos questions maintenant. Vous pouvez aussi mettre vos vidéos, ça nous fera plaisir de vous voir.